Donc, je tiens d'abord à remercier les organisateurs de nous offrir cet auditoire pour ces présentations. C'est très important pour nous de communiquer et de voir avec Luc aussi comment cette histoire, plus de 20 ans, hein, puisqu'on a commencé dans les années, fin des années 90, aboutit à ce type de résultats. Donc là, je vais vous présenter les résultats de l'impact du chlordécone au cours de la grossesse à partir donc de l'étude Timoun. Alors, c'est bien le premier ici? Voilà. Donc, concernant la grossesse, la question de recherche est la suivante. Est-ce que l'exposition maternelle au chlordécone, tenant compte des propriétés de cette molécule, qui, on l'a vu au cours de ces présentations, est bien particulière, avec notamment cette notion d'activité hormonale-like, peut entraîner un impact sur le déroulement de la grossesse. Alors pour répondre à cette question, comme vous l'a expliqué Michel, nous avons mis en place une étude de type cohorte avec une inclusion de près de 1100 femmes qui ont inclus au moment de la grossesse, à un moment globalement 3e trimestre, fin du 2e, début du 3e trimestre, afin d'assurer d'abord l'évolution de la grossesse et de permettre de recueillir des informations sur le déroulement de cette grossesse et par la suite de constituer une cohorte d'enfants issus de ces grossesses et de les suivre de façon longitudinale à la naissance, bien sûr, au 7e, 18e mois, avec une phase intermédiaire au 3e mois, à 7 ans. Et là, nous projetons déjà de mettre en place le recueil d'informations, l'analyse des enfants à l'âge de puberté autour de 12 ans. Alors, cette cohorte a été constituée entre 2004 et 2007. Concernant l'exposition, elle était principalement évaluée par la concentration du chlordécone dans le sang maternel, dans le sang du cordon, dans le lait maternel, le sang des enfants à l'âge de 7 ans. Il y a aussi une estimation au cours de différentes étapes par l'alimentation. L'apport alimentaire était considéré comme la mesure de l'exposition. Et ça, c'était au cours de la grossesse, en corrélation avec la mesure dans le sang, les enfants à 7 et 8 mois, il y a 7 ans. Donc, une double entrée pour cette notion d'exposition. Ce travail qui est un peu schématisé là sur une seule planche est un gros travail, une cohorte qui a nécessité la collaboration et les efforts de bon nombre de personnes, avec une collaboration locale, avec, je vois, Monsieur Houssel qui nous a permis aussi de nous installer au CHU pour accueillir ces femmes au cours de la grossesse. Il y a eu des collaborations bien sûr avec Rennes, des collaborations avec nos équipes, nos amis québécois, de Liège aussi pour la mesure avec Pascal Tomé qui est ici, mais aussi avec pour certaines mesures avec des équipes des États-Unis. Vraiment, là, cette planche ne reflète pas vraiment la qualité et l'importance du travail fourni. Et bien sûr, donc, au cours de ces différents examens, rendez-vous, le recueil d'informations sur les événements de santé, les examens médicaux, mesures anthropométriques, l'alimentation, style de vie, développement neuropsychologique, comme vous le verrez plus tard. Alors, ça c'est... Alors, un élément dans une cohorte, c'est son caractère de représentativité. Et là, cette planche vous donne des informations sur le caractère représentatif, sur la répartition, sur la population de la Guadeloupe, avec sur le côté gauche la cartographie de la densité de population en Guadeloupe, et sur la planche à droite, vous avez la cartographie de la géolocalisation des patientes incluses dans cette cohorte. Et on voit qu'il y a une bonne représentativité de la population, de la répartition de la population dans cette cohorte. Alors en termes de protocole,
L'exposition au chlordécone, en ce qui concerne la grossesse, était évaluée par la concentration dans le sang au moment de l'accouchement. Il y avait aussi, au cours de la grossesse, une évaluation par un questionnaire alimentaire, mais vraiment la mesure d'exposition était aussi analytique avec cette mesure dans le sang à la naissance. Les pathologies de la grossesse étaient informées par le recueil de données dans les dossiers médicaux. La durée de gestation, qui est un élément important pour cette étude, était calculée en semaines d'aménorrhée comme il est fait pour toute grossesse et confirmée par l'échographie la plus précoce possible. Les associations étaient déterminées par des outils de régression logistique linéaire et ECOX. Bien sûr, en termes de liens, on prenait aussi les facteurs de confusion avec de façon non exhaustive l'âge, bien sûr, la scolarisation, le lieu de naissance, le lieu d'inclusion, l'indice de masse corporelle, et c'est très important étant donné on va dire, l'épidémie d'obésité qu'on peut voir en Guadeloupe. Donc c'est très important cette notion d'indice de masse corporelle. L'hypertension et le diabète gestationnel, l'infection urinaire, les antécédents de prématurité et de fausse couche, la prise de poids au cours de la grossesse, l'asthme, le tabac, l'alcool, et pour ne citer que. Alors, premier résultat concernant le diabète gestationnel, qui correspond à des troubles de la régulation glucidique qui surviennent au moment de la grossesse, il n'était pas mis en évidence de lien avec l'exposition au chlordécone. En ce qui concerne cette exposition au chlordécone et les troubles hypertensifs au cours de la grossesse, avec d'abord l'hypertension gestationnelle, il était retrouvé une corrélation inverse, à savoir que le risque d'événements hypertensifs, de complications hypertensives de la grossesse diminuait avec l'augmentation de l'exposition au chlordécone, avec une relation qui était significative pour les niveaux d'exposition les plus importants, pour le 3e et 4e quartile, mais aussi dans sa traduction linéaire au niveau du log chlordécone. Alors, excusez-moi. Par contre, concernant la prééclampsie qui est une pathologie survenant par la grossesse et liée à l'hypertension, mais aussi avec des complications polyviscérales et qui peut aboutir à des complications graves au cours de la grossesse, on ne retrouvait pas de lien avec entre la prééclampsie, le risque de prééclampsie et l'exposition au chlordécone. Sur la durée de la gestation, que je rappelle, mesurée par en semaines d'aménorrhée, il y avait une corrélation négative, un lien négatif avec l'exposition au chlordécone, à savoir que la durée de gestation diminuait avec l'augmentation de l'exposition, avec là aussi des résultats significatifs pour les expositions les plus importantes, le 3e et 4e quartile, avec leur traduction linéaire sur le log chlordécone, qui là aussi était significatif. En corollaire, la notion de risque de prématurité, définie comme une issue de grossesse, un accouchement qui survient avant 37 semaines d'aménorrhée, donc après 22 pour la viabilité, mais avant 37 semaines d'aménorrhée, il existait une relation, un lien qui était statistiquement significatif pour les taux d'exposition les plus importants, à savoir que ce risque de prématurité augmentait pour les niveaux d'exposition les plus importants, avec leur traduction toujours significative sur le log chlordécone. Et il y a une cohérence avec le résultat précédent. Si la durée de gestation diminue, en corollaire, le risque de prématurité va augmenter. Donc, en conclusion, sur les travaux qui ont été réalisés spécifiquement sur
l'évolution de la grossesse. Il n'est pas retrouvé d'association au risque de survenue de diabète gestationnel et de prééclampsie, qui sont deux situations pathologiques de la grossesse majeures et très fréquentes. Il y avait une association avec un risque diminué d'hypertension gestationnelle. Ce résultat peut être aussi étayé par, alors c'est une hypothèse bien sûr, par les caractéristiques et l'activité du chlordécone, qui a une activité adrénergique au niveau des systèmes nerveux sympathiques et centraux, et la propriété hormonale, cette fois-ci, progestagénique, puisque la progestérone aboutit à une hypotension pendant la grossesse. C'est pour ça que dans une grossesse normale, la tension a tendance à diminuer, notamment à partir du deuxième trimestre de grossesse. Et il est associé, et là aussi, une réduction de la durée de gestation avec en corollaire une augmentation du risque de prématurité. Et là, on peut faire aussi l'hypothèse que ce résultat est lié à l'action hormonale du chlordécone, progestagénique, mais aussi estrogénique. Alors, sur ce risque d'accouchement prématuré, bien sûr, vient s'ajouter à des risques déjà établis que sont l'obésité, les antécédents de prématurité et de fausse couche sur des grossesses antérieures, le lupus, l'asthme, l'hypertension gestationnelle pendant la grossesse. Ça ne veut plus avancer. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Je remercie aussi les mères qui ont participé, qui ont été incluses dans cette cohorte. On leur a présenté déjà quand même une aventure, parce qu'on leur disait, bon, c'est pendant la grossesse, après on va vous revoir à 3 mois, 7 mois, 18 mois. Et donc là, on a des patientes que l'on suit maintenant depuis plus de 10 ans. Maintenant, on va arriver à 12-13 ans pour les plus anciennes. Donc vraiment, c'est l'occasion pour moi de les remercier. Et je remercie aussi tous nos partenaires institutionnels qui ont rendu ces études possibles par le soutien financier. Donc c'était sur la dernière planche. Je vous remercie de votre attention.